Bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. En Tunisie, le député Noureddine Biri, dirigeant du bloc parlementaire Ennahda, serait entre la vie et la mort. Arrêté pour corruption et terrorisme le 31 décembre, son interpellation est vivement contestée par son parti et ses proches. Note d'optimisme pour 2022 au Ghana. Dans son discours du Nouvel An, le président Nana Akufo-Addo s'est montré déterminé à sortir le pays de la crise sanitaire liée à la Covid-19, une crise qui affecte l'économie du pays. Et puis en Égypte, lancement du forage de 111 puits pétroliers. Un accord a été signé avec une compagnie américaine pour investir dans l'exploration dans le désert occidental, une zone riche en ressources. Mais d'abord au Mali, le chronogramme proposé par le gouvernement et la CEDEAO fait débat, un chronogramme qui prévoit un prolongement de 5 ans de la transition. Le gouvernement malien invoque l'insécurité persistante dans le pays. Acteurs politiques et associations se sont réunis à Bamako, au siège du Parena, pour dénoncer ce calendrier électoral. Les organisations réclament un respect des délais initiaux de la transition et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Un rassemblement doit avoir lieu samedi 8 janvier devant le monument des martyrs pour défendre les principes démocratiques. En Tunisie, Noureddine Biri, député et vice-président d'Ennahda, avait été arrêté pour terrorisme et corruption le 31 décembre. Une arrestation contestée par le bloc parlementaire du mouvement Ennahda et sa famille. Il dénonce une décision à caractère politique. Joël Ballot. Soupçonné de corruption et de terrorisme en Tunisie, le député Noureddine Biri est aux arrêts. Une arrestation qui suscite un tollé du bloc parlementaire tunisien Ennahda qui proteste contre cette décision à caractère politique, d'où l'appel à sa libération, dénonçant son enlèvement sans mandat ni procédure judiciaire. L'arrestation de Noureddine Biri, l'ancien ministre de la Justice, le numéro 2 du parti d'Ennahda, le parti islamiste tunisien, est un élément qui montre que le pouvoir tunisien continue sa traque contre les têtes pensantes de la corruption. La mobilisation du bloc parlementaire est une mobilisation en réalité opportuniste, parce que le fait de suspendre le Parlement est une manière de couper de quoi vivre des parlementaires. En effet, le député dirigeant du mouvement Ennahda, Noureddine Biri, et l'ancien conseiller du ministre de l'Intérieur, Fatih Baldi, ont été mis en résidence surveillée. Ces derniers sont retenus pour des faits relatifs à la délivrance de certificats de nationalité tunisienne, de passeports et d'extraits de naissance d'une manière illégale. Aujourd'hui, visiblement, les présomptions et les éléments plaidant contre lui se confirment, d'où cette arrestation. Et je pense que c'est l'opinion tunisienne sait quel est le poids de ce personnage et son pouvoir corrupteur à l'intérieur de pays, à travers les réseaux, à travers les alliances. La Tunisie est en proie à une crise politique aiguë depuis le 25 juillet 2021. Le chef d'État tunisien Kais Saied avait pris une série de mesures d'exception portant notamment suspension des travaux du Parlement et levée de l'immunité dont bénéficiaient les députés. En Guinée, une centaine de partis politiques ont lancé une plateforme commune ce 3 janvier, plateforme nommée Collectif des partis politiques. Elle entend participer activement au processus de transition en cours en Guinée, en accord avec la junte, et présentera sa position sur le retour des civils au gouvernement. Les précisions avec Joël Ballon. Alors que la Guinée est en pleine transition, le 3 janvier 2022, une centaine de partis politiques ont décidé de s'unir pour créer une structure qui présentera le retour des civils au gouvernement, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Dénommé Collectif des partis politiques, la nouvelle coalition entend participer à la réussite de la transition en cours. Nous sommes très intéressés à ce qu'il y ait une transition réussie. Mais nous ne pouvons le faire si nous ne sommes pas réunis, si nous ne sommes pas unis. Nous avons donc créé aujourd'hui le collectif des partis politiques qu'on appelle CPP, pour que les Guinéens qui se ressentent en nous, les Guinéens qui vont voter pour les politiciens, sachent que la Guinée est une et indivisible. Déjà instauré selon les responsables de la nouvelle formation, un comité de coordination composé de 14 personnes doit préparer courant janvier la mise en place de commissions de réflexion et de travail. Ce, en vue de définir la position du collectif des partis politiques
par rapport à la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections, ainsi qu'au chronogramme et à la durée de la transition. Les résolutions seront transmises à la transition et aux partenaires techniques et financiers de la Guinée. C'est pour dire qu'aujourd'hui qu'il y a nécessité de dialoguer. Maintenant, c'est au CNRD de prêter une oreille attentive aux différentes recommandations parce que les partis politiques se sentent menacés et se sentent exclus dans le processus de la transition. On a comme l'impression que la transition aujourd'hui, elle n'est pas inclusive. La Guinée est toujours sous sanction de la CEDEAO, qui attend des avancées concrètes dans l'organisation d'élections démocratiques. Dans son discours du Nouvel An, le président de la transition Mamadi Doumbouya a promis de céder le pouvoir aux civils en annonçant entre janvier et mars 2022 la tenue d'assises nationales. Au Ghana, malgré les crises que traverse le pays, le président Nana Akufo-Addo se veut optimiste pour 2022. Son principal objectif, la lutte contre la pandémie de Covid-19 en vue de relancer l'économie du pays. Dans son discours du Nouvel An, le chef de l'État a appelé à une meilleure coopération dans ce domaine. Milfred Yamou. Une année 2021 difficile, mais beaucoup d'espoir pour 2022. Au Ghana, le gouvernement renouvelle son engagement pour contrer les effets néfastes du Covid-19. Dans son allocution du Nouvel An à la nation, le président Nana Akufo-Addo a réitéré sa détermination à sortir le peuple ghanéen de la crise sanitaire qui a entraîné sa pire régression. Des efforts significatifs ont été déployés par les autorités, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'industrie. Ce qui est important pour moi, c'est ma détermination à nous sortir de cette situation. Le gouvernement a conçu un programme solide pour la relance et la revitalisation de l'économie. Nous avons achevé la mise en œuvre de la phase de stabilisation en 2021. Nous avons vu l'économie croître de 6,6% au troisième trimestre 2021, avec une croissance globale projetée de 4,4% pour 2021. 2022 et 2023 seront les années de reprise et d'une croissance économique plus rapide. L'économie du Ghana, qui connaissait une croissance moyenne de 7% en 2017, 2018 et 2019, n'a augmenté que de 0,4% en 2020. Une situation due au fait que la croissance des secteurs phares tels que l'industrie, les services, le tourisme et la fabrication, qui emploient la majorité de la population, s'est considérablement contractée. Pour le chef de l'État ghanéen, malgré la menace liée au Covid-19, il y a des indicateurs qui montrent que l'économie du Ghana se stabilise progressivement. Déjà, il y a des signes clairs que l'économie rebondit fortement. Le travail entrepris par mon gouvernement au cours des 5 dernières années dans les domaines de l'éducation, de la prestation de soins de santé, de la transformation agricole et industrielle, de l'amélioration des infrastructures, de la sécurité, du développement de l'économie numérique, entre autres, est évident. Je vous demande de vous tenir aux côtés de mon gouvernement en ces temps difficiles. Le président Akufo-Addo a apprécié l'engagement des Ghanéens dans le sens de la solidarité. Alors que le taux de positivité au Covid-19 est en hausse au Ghana, le dirigeant appelle à plus de responsabilité et de collaboration en vue de freiner la propagation du virus. Et dans l'actualité également, au Burkina Faso, le terrorisme dans plusieurs régions du pays a entraîné la fermeture de 3281 écoles. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce 5 janvier. Plus de 500 000 élèves et 14 000 enseignants ont été impactés par ces fermetures. Des efforts entrepris par le gouvernement ont permis de rouvrir 205 établissements. 25 ont été délocalisés dans des zones plus sécurisées. Le gouvernement précise que ces mesures ont été mises en place pour ne pas laisser les enfants hors du circuit éducatif. L'Égypte va lancer le forage de plus de 100 puits pétroliers dans le désert occidental, une zone riche en ressources naturelles, mais encore largement inexploitée. Un accord de plus de 3 milliards de dollars a été conclu avec la compagnie américaine Apache Corporation pour son exploration. Les précisions de Victoria Sedji, commentaire Philomentine. Cet accord va encore révolutionner le secteur pétrogazier égyptien. Signé entre le ministère du pétrole et la compagnie pétrolière américaine Apache Corporation, il permettra à la société pétrolière d'investir 3,5 milliards de dollars dans l'exploration, le développement et la production de certaines concessions dans le désert occidental. Cette attente vise à favoriser plus d'investissements dans les zones de concession dans le désert occidental et ouvre la voie à la maximisation des taux de production de pétrole brut et de gaz naturel.
Avec cet accord, les dernières technologies d'exploration seront mises à profit. Il prévoit entre autres l'association de Halda et Karoum Petroleum, deux entreprises locales qui devront forer au total 111 puits. L'Égypte dispose de réserves prouvées de 3,3 milliards de barils de pétrole. L'Égypte est le premier consommateur d'Afrique avec plus de 1 milliard de barils par jour. Et depuis 2010, l'Égypte est un importateur net de pétrole, soit un déficit commercial pétrolier à peu près de 4 milliards de dollars par an. Cette découverte dans le désert occidental va rebooster l'économie égyptienne qui sera exploitée par Apache Corporation. Cela permettra aussi de développer davantage les produits pétroliers en les exportant dans son voisinage proche en Afrique et en Europe occidentale. Le secteur pétrogazier, une véritable manne de l'Égypte, renfloue les caisses de l'État. Avec une part de plus de 9% au produit intérieur brut, il permet au pays des pharaons d'occuper le 6e rang africain dans les pays producteurs de pétrole et le 3e rang pour le gaz naturel. 71 millions de dollars, c'est la somme que le Fonds pour l'environnement mondial a débloquée au Zimbabwe. Ce financement servira au reboisement de plus de 2000 hectares de terre et permettra également de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Joël Ballot. Au Zimbabwe, 1,26 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre seront évitées grâce au Fonds pour l'environnement mondial. L'organisme a débloqué plus de 71 millions de dollars pour les programmes de remise en état des terres et de reboisement. Ce financement s'attaque aux moyens de subsistance, au changement climatique, à la conservation de la biodiversité et à la sécurité environnementale. Le titre du projet est une approche intersectorielle soutenant le courant dominant de la gestion durable des forêts et des terres pour améliorer la résilience des écosystèmes. Le projet FEM7-DSL-IP apportera un soutien important au Zimbabwe pour éviter la dégradation, la déforestation des terres et des écosystèmes grâce à la gestion durable des paysages de production. Les projets ciblés par ce financement sont mis en œuvre sur 2150 hectares de terre repartis entre 3 provinces, Manicaland, Majvingo et Midland. Ils s'inscrivent dans le cadre du 7e cycle de reconstitution du FEM7, visant à rafraîchir les écosystèmes. Menacés par des vagues critiques de sécheresse et d'épuisement des ressources, le Zimbabwe perd par ailleurs environ 262 349 hectares de terre par an du fait de la déforestation. Ce pays connu pour ses paysages spectaculaires et sa faune diversifiée, reçoit du Fonds pour l'environnement mondial 71 millions de dollars pour les programmes de remise en état des terres et de reboisement. Un financement qui, effectivement, permettra à moyen, à court et à long terme de contrer la crise climatique vu l'aspect reboisement qui est mis en exergue pour les projets qui seront menés. Face à la déforestation galopante qui affecte les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations rurales, la Commission zimbabwéenne des forêts a pour sa part initié en 2021 la plantation de 25 millions d'arbres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.